Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goy. Dans cet épisode, j'ai choisi de vous raconter l'histoire d'Anthony Muroni, 33 ans, retrouvé grièvement blessé sur l'autoroute A4. Évacué en urgence à l'hôpital Mercy de Metz, ce futur papa sans histoire décédera quelques heures plus tard. Alors s'agit-il d'un accident, d'un suicide ou d'un crime ? À travers le témoignage de ses proches et d'une vidéo très intrigante qui le montre quelques minutes avant le drame, Enquête criminelle tente de lever le voile. Avec moi, vous entendrez les voix de Chantal et Fabien Muroni, les parents d'Anthony, Jean-Marie Stanik, son oncle, et Stéphane Bonhomme, son meilleur ami. Vous entendrez également les voix de Sorina Dancy, la fiancée d'Anthony, Thomas Elambran, avocat de la famille, Bernard Marc, médecin légiste, et celle de Michel Levillain et Michel Marie, journaliste. Bonne écoute. Nous allons vous raconter le combat des parents d'Anthony pour la vérité. Mais pour moi, Anthony, il a été tué. Ils ont épluché le dossier et ils ont une conviction. Pour moi, c'est pas un accident, jamais de la vie. Il y a des gens qui savent quelque chose. Chantal, aujourd'hui, elle est persuadée que ça a été prémédité. Dans cette affaire, nous avons retrouvé la petite amie d'Anthony. Elle n'a jamais parlé jusque-là. C'est la dernière proche qui l'a contactée peu avant le drame. Finalement, après 4 ans, quelqu'un a cherché à me parler, parce que c'est sans doute moi qui connaissais le mieux Anthony. Avec les témoins directs de cette tragique soirée, nous allons reconstituer minute par minute les dernières heures de la vie d'Anthony Muroni pour comprendre ce qui lui est réellement arrivé. Ce 7 mars 2020, tout commence à 2h26 par un appel d'urgence au PC de surveillance de l'autoroute. Un homme appelle la SANEF pour dire qu'il a percuté quelque chose. La voiture a fait un à-coup, il s'arrête un peu plus loin, la voiture est un peu endommagée, il y a un phare, un clignotant, des choses qui sont tombées. Il les ramasse, sort de l'autoroute et prévient les secours. Il dit j'ai roulé sur quelque chose. Il ne dit pas sur quelqu'un, il dit sur quelque chose. Est-ce que c'est un animal mort? Est-ce que c'est un paquet tombé d'un camion? En fait, il n'en sait rien. Parce qu'à aucun moment, il est allé voir à l'endroit où il avait roulé sur le quelque chose en question. En fait, le conducteur n'a pas roulé sur un animal, ni sur un objet, mais sur un homme. Le corps a été retrouvé sur l'autoroute A4, direction donc Strasbourg-Paris, donc en direction de Paris. Il était sur la voie de gauche, à hauteur de la commune de Bétain. Le patrouilleur va déplacer le corps pour le placer entre les glissières de sécurité. Le patrouilleur déclenche les secours et le peloton autoroutier de gendarmerie de Saint-Avold, qui est compétent dans le cadre d'accidents de la route. Et ces secours vont partir avec la personne encore un tout petit peu vivante à, je crois de mémoire, 5h10 du matin. Malgré de lourdes interventions chirurgicales, Anthony Muroni ne va pas survivre à ses blessures. À son réveil, Chantal Muroni ignore tout du drame qui s'est joué pendant la nuit. Je rentre dans la chambre chez Anthony et je vois qu'Anthony n'est pas là. Alors moi, je l'appelle à plusieurs reprises sur son téléphone portable et il répondait pas. Elle sait pertinemment qu'il a passé la soirée avec son ami Stéphane. Donc le premier réflexe, elle prend son téléphone et puis elle va appeler Stéphane. Elle me demande, il est où Anthony? Je dis, je l'ai déposé à la maison, Chantal, elle va voir dans sa chambre. Non, il n'est pas dans la chambre. Je dis, va voir aux toilettes, il était aux toilettes, je sais pas.
Et elle me dit, essaye de l'appeler, à toi il va décrocher. J'ai essayé d'appeler sur le téléphone à Anthony, à plusieurs reprises. Et là, j'ai la gendarmerie qui m'envoie un message sur Messenger. Eux, ils avaient le téléphone à Anthony. Ils ont vu Stéphane Bonhomme, ils m'ont recherché sur Internet. Pour les gendarmes, ces appels sont providentiels, car ils vont enfin mettre un nom sur l'homme renversé sur l'autoroute. Il avait cette veste-là, ah ben ça peut correspondre. Il a quoi comme téléphone? Je dis ben il a un iPhone 13 ou un iPhone 12 Pro, je sais plus ce que c'était. Qu'est-ce que c'est son code pour déverrouiller le téléphone? Je lui donne le code, il me dit ah ben c'est bien la personne là. Comment il s'appelle? Je dis ben il s'appelle Anthony Muroni, c'est le fils de Chantal et Fabien Muroni. Mon téléphone sonne à plusieurs reprises. Et là, c'est la gendarmerie de l'autoroute de Saint-Avold, en me disant que je dois me rendre d'urgence à l'hôpital de Mercy, que mon fils avait eu un accident. J'ai cru que c'était un cauchemar, que c'était pas vrai. Je dis, Chantal, qu'est-ce qui se passe? Elle n'arrivait pas à me le dire. Elle m'a dit, Anthony a eu un grave accident, il faut aller à l'hôpital tout de suite. Elle sait que c'est grave, mais ils avaient encore énormément d'espoir. Et bien sûr, en tant que parent, on se raccroche à cet espoir-là. À ce moment-là, Anthony est encore entre la vie et la mort. Mais ses blessures sont trop importantes. Il décède à 10h05, ce 7 mars 2020. Le chirurgien m'a dit la vérité parce que je me suis présenté comme son oncle. Il m'a dit qu'il n'y a plus rien à faire, Anthony est décédé. Je crois 5 minutes avant qu'on arrive, il est décédé. Le médecin nous dit qu'il a fait une hémorragie interne, qu'on ne pouvait plus rien faire, que tout était atteint. Ma sœur a poussé un hurlement et puis ça s'est arrêté net à ce moment-là. Je connais l'amour immodéré, enfin l'amour infini qu'elle a envers son fils. Elle a perdu tout ce qu'il pouvait y avoir d'important pour elle dans sa vie. C'était là, c'était son fils. Happy birthday to you. Voilà, toute sa vie, toutes les choses qu'elle a accomplies, c'était que pour lui. Voilà, bravo chérie. J'étais tellement choquée que j'ai même pas demandé de quoi il est décédé, qu'est-ce qui s'est passé. Si elle m'est tombée sur la tête, tellement j'étais... Après, on réagit pas tout de suite, on croit que c'est pas vrai. On croit que... ça peut pas nous arriver. Le choc. Ouais. C'est indescriptible. La douleur que j'ai ressentie à ce moment-là, c'est indescriptible. Je reçois un message de Chantal où il est écrit « Anthony est mort ». Je n'y croyais pas, absolument pas. Ce n'était pas possible, parce que quelques heures avant, on était au téléphone ensemble. Très vite, au chagrin s'ajoute l'incompréhension. En effet, lorsque les proches d'Anthony apprennent les circonstances du drame, cela leur paraît forcément suspect. Malgré la douleur, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Je pensais qu'il s'était fait percuter sur l'autoroute, puisqu'on m'indiquait. Non, il s'est fait écraser sur l'autoroute. C'est quand même bizarre. Quand il y a ce premier examen du corps, on se rend compte que, en fait, son corps a été franchi, c'est-à-dire qu'on lui aurait roulé dessus. Mais donc, pour lui avoir roulé dessus, c'est bien que le corps qu'Anthony était déjà allongé sur l'autoroute à ce moment-là. Nous avons demandé au docteur Marc, un éminent légiste, de bien vouloir nous donner son analyse concernant les blessures d'Anthony Muroni. Les lésions qui ont occasionné le décès sont des lésions qui sont survenues alors que le corps était allongé.
Ça commence au niveau de la cuisse gauche avec des fractures complexes du fémur, et puis du bassin, et puis des côtes et des lésions thoraciques qui sont associées. Tout indique donc à l'autopsie qu'Anthony Muroni n'a pas été renversé par une voiture, mais écrasé alors qu'il était déjà allongé sur le bitume. La famille de la victime n'en revient pas. Couché sur l'autoroute, une voiture lui aurait roulé dessus. Je suis très, très surpris de savoir qu'Anthony était présent sur l'autoroute, couché. C'est quelque chose que j'ai eu du mal à comprendre. Il n'avait pas une seule égratignure nulle part, on voit nulle part. Il avait juste un bandeau au niveau du ventre. Anthony, il était beau. Il n'avait aucune trace au niveau du visage. On avait l'impression qu'il dormait. Ses mains étaient intactes, sa figure, son visage était intact. Il n'y avait rien. Rien du tout. Anthony Muroni avait-il décidé de se donner la mort ce soir-là en s'allongeant sur l'autoroute, dans l'attente qu'une voiture lui roule dessus? Pour la famille, cette thèse est totalement fantaisiste. J'ai demandé aux gendarmes de me donner le nombre de ce genre d'accidents. Il m'a répondu que c'est à peu près 2 à 3 par an. Je comprends pas. Chantal et Jean-Marie ont le sentiment que l'affaire est prise à la légère et que cela cache quelque chose. En fait, vous allez voir que sans une série de décisions malheureuses, Anthony serait peut-être aujourd'hui encore en vie. D'abord, l'automobiliste qui aurait écrasé le jeune homme n'aurait pas pris la mesure de la gravité de la situation. Quand il a percuté quelque chose, d'après ses dires, il est un peu plus loin, il s'est arrêté, il a ramassé ses débris. Il n'a pas cherché à comprendre ce qu'il a renversé ou percuté, il n'a pas cherché à comprendre. Si on avait dit j'ai roulé sur quelque chose qui pouvait être un homme, on aurait appelé immédiatement les services d'urgence. Et là, on va appeler un patrouilleur. Entre le coup de fil qu'a reçu l'agent de la SANEF et le moment où il s'est rendu sur place, il s'est écoulé énormément de temps, à peu près 1 heure. Et donc le temps que le SAMU arrive, il y a encore 1 heure qui s'est écoulée. Si au départ, on avait tout de suite envoyé les secours, au lieu d'envoyer d'abord un patrouilleur, puis ensuite les secours, peut-être aussi qu'on aurait évité cette fin tragique. Et le docteur Bernard Marc est lui aussi formel. De précieuses minutes ont été perdues. Lors d'un polytraumatisme, la montre compte beaucoup et une prise en charge très rapide lui apporte beaucoup plus de chances que si on commence la réanimation 1 heure plus tard lorsque les lésions auront évolué et occasionné des dégâts qui sont parfois irréversibles, comme c'est le cas. Et vous allez voir que dans le cas d'Anthony Muroni, les retards se sont multipliés. Les forces de l'ordre et les secours présents sur place auraient eux aussi tergiversé pour une raison très surprenante. Au départ, les gendarmes pensaient que c'était un SDF sur l'autoroute. Et d'ailleurs à tel point qu'ils avaient commandé un hélicoptère pour l'évacuer d'urgence, et quand ils ont réalisé que c'était un SDF, ils ont annulé la commande de l'hélicoptère. Je sais pas, Anthony, comme il était habillé, c'était pas un SDF, hein. Il avait un manteau en cachemire bleu marine, il avait un gilet bleu marine et une chemise blanche et bleu marine rayée. En fait, Anthony Muroni n'avait pas ses papiers sur lui, donc il était impossible de l'identifier. Et là où ça se complique, c'est quand les gendarmes réalisent que finalement c'est pas du tout un clochard, que c'est le fils Muroni. À un moment, on nous dit oui, mais si on avait su qui c'était. Je me suis permis de répondre aux gendarmes. J'ai dit personne, quelle qu'elle soit, mérite la plus grande attention. C'est pas parce que c'est un SDF qu'on doit le laisser mourir. Vous vous rendez compte? C'est quand même inadmissible. Juste cette parole, c'est quand même inadmissible.
Il se trouve qu'Anthony Muroni et la famille Muroni en général est assez connue dans la ville et donc ce qui gêne un petit peu les gendarmes parce qu'il y a eu énormément de temps qui s'est écoulé, du temps précieux et beaucoup de manquements dans cette enquête. La famille se demande si ce ne serait pas pour masquer ces dysfonctionnements que l'enquête a vite été orientée vers l'accident. Et l'étude du dossier semble confirmer que certains éléments suspects n'ont pas été creusés. Comme par exemple, la déposition du conducteur qui a roulé sur Anthony. Maître Thomas Elambran, l'avocat des parents d'Anthony, s'étonne que l'automobiliste n'ait pas réalisé qu'il avait percuté un être humain. Cette personne prétendra n'avoir jamais vu qu'un objet qu'elle aurait heurté. C'est difficile à croire. Le chauffeur déclare aux gendarmes qu'il a été ébloui par les phares du camion qu'il venait de doubler. Ce qui expliquerait, selon lui, qu'il n'ait pas vu sur quoi il roulait. La personne qui a roulé sur le corps d'Anthony s'explique en disant qu'à ce moment-là, il y avait un camion devant lui, il a voulu le dépasser, donc il se déporte sur la voie de gauche et c'est à ce moment-là qu'il roule sur le corps d'Anthony. Donc en fait, la visibilité était complètement réduite au moment du dépassement du camion. Le problème, c'est que l'automobiliste va être contredit. Car dans la voiture, au moment de l'accident, il n'est pas seul. Il voyage avec ses parents et son père donnera une autre version des faits. Le papa du conducteur, dans sa déposition, il dit bien qu'au loin, il voyait une ombre. Quand on voit un obstacle sur une route, on commence déjà à ralentir pour voir ce que c'est. On ne continue pas à plus de 120 km/h. Et puis, le comportement de cet automobiliste, après le supposé accident, pose lui aussi question. Ce conducteur ne va pas rentrer chez lui, il va couper son téléphone portable. Les enquêteurs n'arriveront qu'à le joindre à 8h du matin. Ah, ça pose aussi un problème parce que, imaginons qu'il avait consommé de l'alcool ou éventuellement des stupéfiants. C'est trop tard pour faire un quelconque prélèvement. Donc ça aurait été intéressant, peut-être, me semble-t-il, de fermer au moins cette porte-là. À cela, il faut ajouter son manque total d'empathie, dont il fera preuve lorsqu'il sera interrogé par les gendarmes. Il va déclarer qu'il n'y peut rien, qu'il ne se sent pas responsable, et il va avoir ce propos pour le moins malheureux. Vous voulez quoi de moi? Vous n'allez quand même pas attendre que je chiale. On tue quelqu'un et on ne va pas se mettre à pleurer. C'est quand même grave. C'est affreux. C'est tout simplement inhumain. On ne peut pas réagir comme ça. Alors, que cache ce détachement? Le conducteur savait-il qu'il avait roulé sur un homme? En tous les cas, il ne fait l'objet d'aucune poursuite. Au contraire, il bénéficie du statut de témoin protégé. Le gendarme me répond, ce sont des gens très bien, ils n'ont rien à se reprocher. De toute façon, ils n'auront rien, parce que votre fils, il n'avait rien à faire sur l'autoroute. Qu'est-ce que mon fils faisait sur l'autoroute? Qu'est-ce que mon fils faisait sur l'autoroute? Le lieu du drame interroge aussi, parce que de retrouver un corps qui gît comme ça sur l'autoroute au milieu de nulle part, c'est assez inédit. Voici le trajet qu'aurait emprunté Anthony ce soir du 7 mars 2020. La journaliste Yasmine Muffoletto s'est rendue sur place. Elle a pu constater que l'accès à l'autoroute est particulièrement compliqué. Il faut 5 minutes à peine en marchant du domicile à l'autoroute. Pour arriver à l'endroit, à la portion d'autoroute, on va emprunter en fait un chemin qui est un petit peu terreux, qui peut être boueux, notamment en hiver. Et donc là, en fait, ce qui nous sépare de l'autoroute, c'est un grand grillage qui doit faire à peu près 2,50 m de haut, je dirais. Ce qui est flagrant, c'est surtout qu'il est impossible d'atterrir comme ça à pied sur l'autoroute. Depuis le décès d'Anthony, ses parents se rendent régulièrement sur les lieux. Et ils font le même constat. Tu te rends compte?
Le chemin qu'il aurait dû faire pour arriver jusque-là, jamais de la vie. Pas possible. Pas possible. Anthony se trouvait à peu près là. Un peu plus loin là-bas. On le voit pas d'ici parce qu'il y a le grillage, mais un peu dans la zone là. Pour les parents d'Anthony, rien ne permet d'expliquer la présence de leur fils, inerte, au beau milieu de l'autoroute. Pourtant, vous allez voir que d'après les images de vidéosurveillance, tout porte à croire que ce soir-là, le jeune homme n'est pas dans son état normal. Pour comprendre comment Anthony aurait pu se retrouver sur l'autoroute, il faut revenir au début de la soirée du 7 mars 2020. Anthony me demande de venir le récupérer à la boutique, sa boutique de vêtements, puisque sa maman devait partir un peu plus tôt. Il était content d'aller dîner avec Stéphane. Le fait qu'il soit parti avec Stéphane, moi j'étais rassurée. Et puis on a été manger au kebab et après on a été boire un coup. Des bières, de la vodka Red Bull peut-être, mais pas à grande dose en tout cas. Pourtant, de l'alcool, on va en retrouver dans le sang d'Anthony et en grande quantité. Il avait un taux d'alcool qui était très élevé, 2,7 grammes, ce qui est très très élevé pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de boire. Au taux où on le retrouve, il faut avoir consommé un alcool fort en quantité, probablement au-delà d'un demi-litre, voire presque 1 litre d'un alcool fort. Moi, quand je dépose devant chez lui, pour moi, il n'a pas 2,8 grammes quand je le dépose à la maison. Ça, là-dessus, c'est impossible. De toute façon, on le voit à la caméra, on le voit marcher à la caméra. Moi, quand il me parle dans la voiture, on le voit à la caméra qui me fixe en plus. On le voit, il me regarde droit dans les yeux. À chaque moment, il bafouille. Pour moi, non. 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 Stéphane, l'ami, semble minimiser l'état physique dans lequel se trouvait ce soir-là le fils Muroni. Cependant, tout indique qu'Anthony n'était pas dans son état normal. Souvenez-vous, sur la vidéosurveillance, ses faits et gestes semblent incohérents. On le voit se rapprocher des sonnettes mais ne pas sonner, se rapprocher de la porte mais apparemment ne pas toquer à la porte, rester 3 ou 4 minutes devant l'entrée. Il a l'air très légèrement, je sais pas si le mot agité, mais il cherche quelque chose. Il est dans une situation qui n'est pas non plus totalement sereine. Est-ce qu'il cherche des clés? Il n'a pas les clés pour rentrer. Est-ce que c'est ça? Et s'il n'a pas les clés pour rentrer, les habitudes d'Anthony, c'est de sonner et sa mère se lève. Il a l'air sa voiture et il a essayé d'ouvrir sa voiture. Et comme il a vu que sa voiture était fermée, il a fait demi-tour et il est reparti. Alors que manifestement, sa prime intention était de rentrer chez lui. Il y a un changement d'avis qui s'opère, il y a un comportement étrange d'Anthony à ce moment-là. Anthony Muroni semblait pas dans son état normal, il semblait avoir beaucoup bu. Sur les images, on le voit manifestement en état d'ivresse, il titube, il marche pas droit, il est hésitant, d'ailleurs on comprend pas ce qu'il fait, il est devant chez lui, il tourne, il vire, il reste là comme ça, de façon totalement indécise, comme souvent un homme qui a bu. Les gendarmes ont retrouvé Anthony Muroni à 200 mètres de là, sur l'autoroute. Vu sa forte consommation d'alcool, cela paraît impossible qu'il ait fait le trajet dans cet état. Et pourtant, un précédent jette le trouble, c'est ce que nous confie sa petite amie. Un soir, il avait bu, je ne me souviens plus quel type de cocktail, et il voulait me rejoindre. Alors il est allé à la gare, il s'est retrouvé le lendemain sans son téléphone, sans sa montre, et il ne se souvenait de rien. Vous voyez, c'est peut-être ce qui aurait pu se passer le soir de sa mort. Sorina est depuis 2 ans la compagne d'Anthony Muroni. Elle vit en Italie, à Milan. C'est la première fois qu'elle parle. Selon elle, si son compagnon a bu le soir de sa disparition,
c'est parce qu'il ne supportait plus l'éloignement. En effet, Anthony a appelé Sorina à 4 reprises, alors qu'elle fêtait son anniversaire dans un bar avec ses amis. Alors forcément, une telle insistance, cela a provoqué des tensions. Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode consacré à l'affaire Anthony Muroni. Dans la deuxième partie, vous allez découvrir que sa famille est convaincue qu'il ne s'agit ni d'un accident, ni d'un suicide, et que des personnes très proches d'Anthony savent sans doute ce qu'il s'est passé. Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie du podcast Enquête criminelle. Je suis Jean-Marie Goy et j'ai choisi de vous raconter l'affaire Anthony Muroni, ce futur papa sans histoire qui est retrouvé grièvement blessé au beau milieu de l'autoroute. Il décédera à l'hôpital quelques heures plus tard. Sa famille ne croit pas à l'accident, encore moins au suicide. Enquête criminelle tente de lever le voile. Avec moi, vous entendrez les voix de Chantal et Fabien Muroni, les parents d'Anthony, Jean-Marie Stanik, son oncle, et Stéphane Bonhomme, son meilleur ami. Vous entendrez également les voix de Sorina Dancy, la fiancée d'Anthony, Thomas Elambran, avocat de la famille, Bernard Marc, médecin légiste, et celle de Michel Levillain et Michel Marie, journaliste. Bonne écoute. C'était juste une dispute. Il y avait déjà eu des tas de disputes par le passé, à tel point qu'on ne se parlait pas pendant plusieurs jours. Et puis quand il revenait à Milan, on se remettait ensemble. Il y avait un lien très fort entre nous. Cependant, malgré ces querelles régulières, Sorina et Anthony semblaient être un couple amoureux et solide. C'était un homme différent de tous les autres. Il était beau, blond, aux yeux bleus, grand, toujours calme, toujours parfait, toujours respectueux. On aurait dit qu'il venait d'une autre époque. Un prince charmant. Oui, j'étais amoureuse, bien évidemment. Nous étions tous les deux jeunes et c'est normal de se disputer. En fait, j'ai un fort caractère. Ça m'arrivait de lui dire « Stop, je ne veux plus te parler ». Et puis après, j'y repensais et c'est moi qui lui courais après. Je trouvais toujours une excuse pour lui écrire ou alors c'était lui qui voulait recoller les morceaux. Ça a toujours été comme ça. Seul ombre au tableau, Anthony Muroni était un homme d'une jalousie maladive et Sorina, sa compagne, en jouait souvent. Je sais que Sorina, elle faisait souvent des choses pour le rendre jaloux, comme poster des photos. Ça, elle le faisait, ça l'énervait. Un maillot de bain avec un string, et ça, mon fils, il supporte pas. Ça, c'est des choses comme ça qui l'énervaient, quoi. Elle était dans la provoque. Je vais... Non. Alors, Anthony, vis-à-vis de moi, était très jaloux. Si je sortais avec mes amis, il me demandait « Où tu vas ?» Ou alors, il est arrivé aussi que je mette une jupe un peu courte ou que je me maquille un peu plus que d'habitude. Même si nous étions ensemble, il me disait « Pourquoi tu fais ça ?» Sorina, elle est gentille, c'est une belle fille, voilà, un ange, mais derrière, je pense qu'il y avait le diable qui se cachait derrière elle. Elle était super, mais elle pouvait être très folle aussi. C'était ses mots à lui, Anthony. Alors, ce soir-là, Anthony était-il préoccupé par sa dispute avec sa compagne, au point de vouloir mettre fin à ses jours sur l'autoroute? Son copain affirme qu'il s'était disputé avec sa petite amie qui était en Italie et qui broyait peut-être du noir à cause de cette dispute. Elle était avec des amis en train de dîner et elle dit qu'effectivement, ce soir-là, il la harcelait d'appels téléphoniques et qu'elle avait bien compris qu'il avait picolé. Elle avait envie d'avoir la paix, donc elle avait pas coupé son portable, mais elle répondait plus aux appels. Et lui, il s'est fait un film en disant « Mais pourquoi elle me répond plus? Ça se trouve, elle est avec quelqu'un d'autre, je sais pas quoi. » Enfin, bon. Que sa jalousie soit fondée ou non, Anthony, le soir de sa disparition, semble prêt à toutes les folies pour retrouver son amoureuse. Il m'a demandé 2 ou 3 fois dans la soirée pour que je l'accompagne à Milan ce soir-là. Mais ça faisait 1 semaine ou 2 semaines que Milan était complètement confiné. Je me souviens qu'il pleurait. À sa voix, on comprenait qu'il était triste ce soir-là.
Et à chaque fois, il me disait « Je vais venir te voir à Milan ». Je répondais « Anthony, tu ne peux pas venir à Milan, tu es en France ». Signe que ce soir-là, Anthony cherchait à prendre la route avec sa voiture pour retrouver sa compagne à Milan, avec laquelle il s'est disputé. Ces images de vidéosurveillance qui semblent nous en apprendre un peu plus sur les intentions du disparu. La vidéosurveillance montre également que Anthony Muroni cherche les clés de sa voiture. On a l'impression qu'il veut repartir quelque part. Et donc il cherche les clés de sa voiture, il ne trouve pas. Et là, on peut se poser la question de savoir s'il ne serait pas descendu sur l'autoroute pour faire du stop. Anthony Muroni a-t-il été ce soir-là sur l'autoroute, à pied, pour faire du stop? C'est possible, mais pas prouvé par l'enquête. Le jeune homme était-il dépressif? Sa compagne nous confirme pour la première fois qu'Anthony Muroni n'allait pas bien le soir de sa disparition. Un an plus tôt, je suis tombée enceinte. Je n'ai pas mené cette grossesse à son terme parce que je sentais que j'étais trop jeune, que je devais d'abord penser à mon avenir. Le soir de sa mort, il en a reparlé et il m'a dit, en parlant de cet enfant, de ce fœtus, qu'il était un peu triste à cause de cela. Jaloux de sa compagne, triste de ne pas être papa et de surcroît alcoolisé. Est-ce ce terrible cocktail qui a poussé Anthony Muroni à se donner la mort? L'hypothèse fait froid dans le dos, mais elle est rejetée en bloc par son entourage. Non, pas du tout dépressif ni suicidaire. Et justement, il avait toute sa vie devant lui là. Il est en train de s'ouvrir au monde. Il était dans l'ambition. Il était arrivé à ce croisement des choses qu'il a voulu atteindre. À aucun moment j'ai senti Anthony déprimé. Il n'était pas déprimé. Un passionné, un vrai passionné. C'est-à-dire que lui, il quittait son magasin le soir quand tout était parfait. On voit bien quand il passe l'aspirateur lui-même, c'était son magasin, c'était son bébé, son bijou. C'était un bosseur, plus que papa et maman. Ah ouais. Anthony, c'était un grand travailleur. Il l'aimait parce qu'il aimait ce qu'il faisait. Et il y a plus troublant encore, le suicide ne semble pas confirmé par certains éléments du dossier. Anthony ne serait peut-être jamais passé par le fameux chemin d'accès à l'autoroute. Quand on retrouve le corps, il n'a rien sur les chaussures. Ses chaussures sont intactes en fait. Et donc s'il avait fait le chemin à pied de sa maison à la portion d'autoroute où on l'a retrouvé, ses chaussures auraient été tachées. Il y avait quand même de la boue, il y avait quand même beaucoup de boue parce qu'il n'avait plu. Les chaussures, elles étaient impeccables. S'il avait voulu escalader le grillage, il y aurait eu des lamelles de cachemire. C'est obligé. C'est impossible qu'un manteau aussi fin, avec un cachemire aussi fin, qui ne soit pas déchiré. On n'a pas retrouvé. Et puis, si Anthony Muroni avait voulu se suicider, il semble étrange qu'il ait fait tout un détour, alors qu'il existe une rampe d'accès direct face à la rue par laquelle il est arrivé. De plus, 6 mois après la mort d'Anthony, à la demande de la famille, une autopsie va être réalisée. Et là, on va découvrir qu'une information capitale a échappé au premier examen du corps. On a une lésion qui est une lésion crânienne avec un hématome. Et au niveau du crâne, pas de fracture. La boîte crânienne n'a pas été franchie. Ça n'est pas en lien avec un accident provoqué par le véhicule. Parce que le véhicule a roulé sur le corps, et s'il avait roulé sur la tête, forcément ça aurait provoqué l'explosion de la boîte crânienne. Alors 2 hypothèses sont là pour ce trauma crânien. La première, c'est que l'alcoolisation étant forte, la personne va s'effondrer. Il tombe de sa hauteur et il y a un traumatisme important. Maintenant, que ce jeune homme soit descendu ivre-mort sur l'autoroute et qu'il soit tombé en plein milieu de l'autoroute me paraît assez improbable. Deuxième hypothèse, il reçoit un coup donné par on ne sait qui et le corps va être laissé sur l'autoroute.
Déposer un corps sur l'autoroute, c'est pas une mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée judiciairement parlant. Mais pour échapper à sa responsabilité pénale, c'est pas une si mauvaise idée. Est-ce qu'il a été tapé? Est-ce qu'on lui a donné un coup? On ne sait pas. Anthony, il a été tué. C'est possible. C'est possible. Et puis là, le corps est là, on ne sait pas quoi en faire. Il y a 150 mètres à descendre, on le bascule sur l'autoroute. C'est possible aussi. Mais en tout cas, c'est plus un suicide, là, c'est un crime. Alors, et si la piste criminelle était la bonne? Qui aurait pu s'en prendre à Anthony? Et pourquoi? Pour tenter de le comprendre, il faut revenir aux images de vidéosurveillance. Souvenez-vous, Anthony est devant chez lui, puis il rebrousse chemin et se dirige vers la route. La caméra le perd de vue, mais il y en a une autre, un peu plus loin, à l'angle de cet entrepôt. Donc ici, on voit Anthony, on le voit passer ici. Nous n'avons pas ces images, mais les parents d'Anthony les ont visionnées. On le voit bien aller jusque-là. C'est à ce niveau-là qu'il a commencé à courir. Et là, à partir du tournant, il a commencé à courir. On ne sait pas pourquoi. Anthony a commencé à courir à partir de là. Ensuite, on le verra repartir en direction de centre-ville, en fait. Cette direction est confirmée par un message d'Anthony reçu à 1h52 par Sorina, sa petite amie. Le jeune homme se trouverait alors près d'un hôtel situé à moins de 500 mètres de son domicile. Il m'a probablement envoyé sa position à cet endroit pour que je comprenne qu'il était en danger. Une manière de me dire, si jamais on me recherche le lendemain, tu sais par où je suis passé. Est-ce qu'il essaye de s'échapper d'une situation? Est-ce qu'il essaye de semer quelqu'un? En tout cas, sur les images de vidéosurveillance, on ne voit personne qui le poursuit derrière. Pour l'entourage d'Anthony, il n'y a qu'une seule explication. Cette nuit-là, l'attitude du jeune homme laisse penser qu'il allait rejoindre une personne qu'il connaissait. Je connais mon neveu, c'est quelqu'un de très craintif. C'est pas quelqu'un de très courageux. Il se serait jamais aventuré tout seul sans savoir que quelque part, il y avait quelqu'un qui l'attendait. Anthony aurait-il pu être attiré dans un piège? Son ami Stéphane est catégorique. Anthony, il avait rendez-vous avec personne ce soir-là. Donc elle a rendez-vous avec quelqu'un, il me le dit, Anthony. Et là, à 1h30 du matin, il m'aurait dit, Steph, suis-moi. Il m'aurait pas dit, dépose-moi à la maison, et non, impossible. Ça, moi, j'y crois pas. Justement, en observant la vidéosurveillance, Sorina, la petite amie, a repéré un étrange manège qui lui fait penser que Stéphane, l'ami d'Anthony Muroni, ne dirait pas toute la vérité. Sur la vidéo, beaucoup de choses ne tournent pas rond. Pourquoi? Parce qu'Anthony descend de la voiture. Il se dirige vers la maison. Il se souvient qu'il a oublié son manteau, il retourne en courant vers la voiture de son ami. Il remonte dans la voiture et il reste de longues minutes dans la voiture. Mais avant de descendre, il dit encore quelque chose à Stéphane. Alors, moi j'imagine qu'il se donne rendez-vous. Stéphane mentirait-il? Pour la fiancée d'Anthony, il y a plusieurs autres éléments qui paraissent louches au sujet de l'ami de son compagnon. Pendant les 2 ans qu'a duré notre relation, je n'ai jamais entendu parler de cet ami. Et ça m'a étonnée. Alertée même. Il y a quelque chose qui ne va pas. Anthony, je le voyais beaucoup quand il n'était pas à Milan. Et quand il était à la maison, tout simplement, on se voyait quasiment tous les jours. C'était comme mon frère, c'était pareil. On était vraiment liés d'amitié tous les deux. Et alors, si tu es mon meilleur ami, ça veut dire que j'ai confiance en toi. Donc toi, vu que je te fais confiance, tu dois t'en montrer digne et attendre que je rentre. Et si c'est nécessaire, je t'accompagne même jusque dans ton lit. Pourtant, on me voit sur les caméras l'attendre. Qu'il aille jusque sur les escaliers de devant. Quand il est sur les escaliers et que je le vois qu'il met la main en poche, je me dis, il va ouvrir la porte pour rentrer. Non, en fait, il attend que je parte et pour qu'il reparte de son côté.
Cette personne rejette la faute sur moi pour écarter les soupçons qui pèsent sur lui, pour se faire oublier. Stéphane se sent injustement accusé, d'autant que Sorina n'est pas la seule à insinuer qu'il serait pour quelque chose dans cette histoire. Stéphane est venu immédiatement vers moi. Il m'a paru très mal à l'aise, il était perturbé, il parlait vite, il était très nerveux. Peut-être qu'il sait des choses. J'ai revu Stéphane. Son comportement, je le trouve fuyant par rapport à moi. Il est méfiant par rapport à moi, je ne sais pas pourquoi. Ses doutes, Chantal va jusqu'à les exprimer en direct à la télévision dans le cadre de l'émission Appel à témoins sur M6. Entre les 3 amis qui étaient avec lui le soir-là, il y en a un qui sait quelque chose. La personne qui pour l'instant est complètement mise hors de cause nous a parlé quand même. Il faut quand même être honnête, il nous a parlé. C'est pas du tout caché, ça je ne veux pas qu'on dise ça. Non, je ne l'incrimine pas du tout. Hein. Vous voulez que toutes les pistes soient étudiées. Chantal Muroni cherche un coupable à tout prix. Cette femme souffre. Elle souffre d'avoir perdu son fils. Or, pour mettre quelqu'un en garde à vue, il faut quand même avoir des indices graves et concordants à lui soumettre. Ils ont déposé plainte contre moi au début. J'ai eu des menaces de mort. À 2h du matin, je recevais des cercueils en photo sur WhatsApp avec des gens morts dedans. C'est un peu glauque comme situation. Ces reproches de toutes parts, Stéphane les aurait très mal vécus. Aujourd'hui, je suis sous antidépresseur. Parce que je suis pas bien. Je déprime. Depuis qu'Anthony n'est pas là, je déprime. Je suis pas bien. J'avais besoin qu'il soit là avec moi. Comme lui, il avait besoin de moi, j'avais besoin de lui. Stéphane, il a un alibi, j'ai envie de vous dire, en béton. Il a accompagné Anthony jusqu'à son domicile, et ça on l'a par la vidéosurveillance. Et ensuite, il a continué sa soirée en allant rejoindre des amis chez qui il a terminé la soirée. Il n'en a plus bougé, et tous ses amis en attestent. Alors, si Stéphane est étranger à tout ce qui se passe, Anthony pourrait-il avoir eu rendez-vous avec quelqu'un d'autre? Et cela sans que ni sa famille, ni son meilleur ami ne soient au courant. Vous allez voir que c'est entièrement possible. En fait, Anthony était un garçon très secret. En interrogeant ses proches, nous nous sommes rendus compte qu'il aurait très bien pu dissimuler des choses. Sorina a découvert à ses dépens des cachotteries d'Anthony après sa mort. La dernière fois qu'il est venu à Milan, je n'étais pas avec lui. Il était avec une autre femme. J'ai découvert qu'il y avait une autre femme après sa mort. Je surveillais les gens qui publiaient des photos de lui, qui l'identifiaient sur les réseaux sociaux. Et parmi elles, une femme qui un jour poste une photo où elle pose avec un oreiller. Et j'ai reconnu le lit. Parce que c'est moi qui dormais dans ce lit. Et là, je me suis dit, oh, il y a quelque chose qui cloche. Anthony avait donc son jardin secret. D'ailleurs, sur les images de vidéosurveillance, on le voit continuer à échanger des messages, mais ce n'est pas avec sa fiancée Sorina. Et apparemment, ce soir-là, il avait sur lui beaucoup d'argent. Le soir-là, il avait 1000 € dans la poche. C'était 5 billets de 200 €. On n'a jamais retrouvé. 1000 €, qu'en a-t-il fait? Les a-t-il utilisés pour une négociation, une transaction? Anthony était quelqu'un qui, à ma connaissance, n'a pas du tout eu de relation avec des réseaux ou des gens un peu malfaisants. J'ai effleuré un jour la conversation avec lui, il a coupé court et il m'a fait d'une façon assez insistante pour faire comprendre qu'il n'y avait rien. Cela a beau étonner ses proches, mais il n'empêche. Un rendez-vous nocturne expliquerait le mystérieux périple d'Anthony ce soir-là. Souvenez-vous, à 1h46, Anthony Muroni repart précipitamment de son domicile. À 1h52, il est géolocalisé à 500 mètres de là, près d'un hôtel. Et à 2h26, soit une demi-heure plus tard, il est renversé sur l'autoroute.
C'est étrange, car pour faire ce trajet, il faut une dizaine de minutes. Il y a 150 mètres entre son domicile et l'autoroute. Il faut en gros escalader, descendre, passer par-dessus le parapet et entre 7 et 10 minutes en allant tout doucement. Bon, admettons qu'il soit bien imbibé. Allez, même on lui met un quart d'heure. Qu'est-ce qu'il fait du reste du temps ? C'est un témoignage arrivé 4 mois après les faits qui semble apporter la réponse. Un passant affirme avoir croisé Anthony Muroni à 2h02 devant un snack de la ville voisine. Ce témoin a vu Anthony ici. Voilà, exactement ici. On ne sait pas ce qu'il faisait. Il a vu tout seul, il était là en train de marcher, il attendait quelqu'un. D'après lui, il attendait quelqu'un. Le problème, c'est que ce témoignage arrive trop tardivement. Impossible de le confirmer. Dans le temps, il y avait des caméras ici. Maintenant, c'est fermé. Ils les ont enlevées, mais il y avait des caméras à l'extérieur qui n'ont pas été exploitées. S'agissait-il bien d'Anthony Muroni ? Attendait-il vraiment quelqu'un ? Toujours est-il que si on en croit ce signalement, un scénario se dessine. Les choses auraient mal tourné entre Anthony et le mystérieux inconnu avec qui il avait rendez-vous. Et là, cet homme, peut-être a-t-il eu un différend avec lui dans la voiture, peut-être se sont-ils arrêtés pour une X raison, ça peut être l'argent, ça peut être tout ce qu'on veut. En tout cas, ça n'a pas fonctionné, ils se sont embrouillés, il y a une bagarre, il a pris un coup, le fameux coup derrière la tête. Reste alors pour l'agresseur d'Anthony à se débarrasser du jeune homme sur l'autoroute. Et pour cela, faute de pouvoir emprunter les accès de secours barrés par des grilles, il faut faire un détour d'une quinzaine de minutes. Voilà pourquoi Anthony aurait été retrouvé à 500 mètres de chez lui, près de 40 minutes plus tard. Mais avec cette hypothèse du rendez-vous qui tourne mal, il y a un problème. Il est impossible aujourd'hui d'identifier l'éventuel interlocuteur et agresseur d'Anthony, car à l'hôpital, lors de sa prise en charge, les secours ont commis une terrible erreur. Ils me rendent que la montre. Et les vêtements. L'infirmière me dit, les vêtements on les a jetés. Les pompiers l'ont jetés parce qu'ils étaient souillés. Je dis, mais les vêtements, moi je les veux, souillés ou pas. Ah, mais on les trouve plus. Sur ces vêtements, ces objets, les traces ADN, les éléments ADN vont être utiles. Bien évidemment, si on imagine que le corps a été posé, il a fallu le prendre au niveau des bras, au niveau des jambes. Tous ces éléments-là sont perdus. Et il n'y a pas non plus d'indice dans le téléphone portable d'Anthony. Malgré le drame, l'appareil est resté miraculeusement intact. Mais de façon totalement incompréhensible, il n'a pas été analysé par les gendarmes avant d'être restitué à la famille. Mon frère Jean-Marie, il me dit, mais Chantal, c'est pas possible, vous pouvez pas avoir le téléphone à Anthony. Ils n'ont pas fait d'investigation sur ce téléphone. C'est quelque chose qui paraît invraisemblable. C'est une éventuelle pièce à conviction qui est très parlante, puisque ça exprime un peu les derniers faits et gestes d'Anthony, peut-être les derniers appels, peut-être une géolocalisation, peut-être un tas d'informations qui pourraient être précieuses. Malheureusement pour ce pauvre garçon, les chances de voir aboutir une explication aux circonstances, aux conditions de sa mort semblent s'éloigner de plus en plus. Rien n'a été fait, tout a été bâclé. Alors aujourd'hui, la famille espère plus que jamais qu'un témoin providentiel se manifeste. Quelqu'un sait quelque chose. Seulement, vu qu'il n'a rien dit jusque-là, après 4 ans, c'est sans doute plus compliqué et plus difficile parce que tout le monde va lui tomber dessus. D'un autre côté, il faut se mettre à la place d'une mère qui a beaucoup souffert et continue de souffrir parce qu'elle a perdu le seul fils qu'elle avait et à qui elle a donné tout ce qu'elle avait. S'il y a des gens qui ont des éléments, qui ont des indices ou des preuves au sujet du décès d'Anthony, veuillez contacter l'émission, s'il vous plaît. On n'a pas seulement la douleur, on a la rage. La rage de ne pas savoir. Et dans notre combat,
Maintenant, on a décidé avec Chantal de donner une récompense pour celui qui fournira des indices vrais. Pas des indices qu'on ne peut pas vérifier, des indices vrais. Il y a des gens qui savent. Bien sûr qu'il y a des gens qui savent. Et le temps presse, car l'affaire pourrait bientôt se solder par un non-lieu. Si moi je sombre, Chantal elle sombre, là c'est terminé. J'essaie d'être là. J'essaie de vivre, de survivre. Pour elle. Pour moi et pour elle. Merci d'avoir écouté cet épisode consacré à l'affaire Anthony Muroni, décédé dans d'étranges circonstances sur l'autoroute A4. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Et bien sûr, s'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire sur l'appli RTL, RTL.fr et toutes les plateformes partenaires. Je vous retrouve la semaine prochaine.